Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Il est 11 heures, on va attendre une petite minute ou deux, histoire que tout le monde ait le temps de se connecter avant de commencer. Et pour les premiers arrivés, vous avez normalement un petit lien en bas de la présentation qui vous permet de renseigner un petit formulaire et de prendre de contact. Donc voilà, n'hésitez pas si tout au long de la présentation, vous avez des questions et vous voulez qu'on reprenne contact avec vous, n'hésitez pas à compléter ce formulaire. Je vais vous faire patienter encore 30 secondes et puis on démarrera avec Samuel. Allez, je vous propose de commencer, il est 11h02. Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire sur une attaque ransomware et comment redémarrer, comment restaurer votre système d'information après un chiffrement total. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Samuel de Datapack, un partenaire de ForMind. Notre objectif aujourd'hui, ça va être de vous expliquer comment on intervient sur un cas de ransomware, comment on vous accompagne sur la restauration et la reconstruction de votre SI. On va commencer par une rapide présentation de Samuel et moi, et puis on va poser un petit contexte, une petite histoire à vous raconter sur comment ça se déroule, et on finira sur un échange questions-réponses. Donc n'hésitez pas, vous avez un chat sur la droite où vous pouvez vous poser vos questions tout au long du webinaire, on y répondra à la fin. Et puis, vous avez aussi un lien au milieu de la présentation en bas qui vous permet de prendre contact avec nous si vous voulez qu'on revienne et qu'on prenne le temps de discuter, d'échanger sur les attaques type ransomware et sur la restauration de données. Donc, n'hésitez pas à le compléter. Allez, je commence par qui sommes-nous? Donc, je suis Christophe Bretonnière, je suis responsable de la partie réponse à incidents chez ForMind. Donc, je m'occupe de tout ce qui est préparation, exercice, formation et surtout, j'interviens sur des cas de ransomware, phishing, déni de service, donc des vraies crises qui a un véritable impact chez nos clients. Aujourd'hui, ForMind, donc c'est un cabinet de conseil en cybersécurité, pure player, c'est en cybersécurité. On est environ 300 collaborateurs, des clients, voilà, 500 clients. L'objectif, c'est pas de nous étaler là-dessus. On est partout en France, globalement, de Lille à Toulouse et de Rennes, Paris, Lyon. Et on intervient aussi à l'international avec une antenne Casablanca, Maroc, Montréal et Taipei à Taïwan. Samuel, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Samuel Durand, je suis cofondateur de la société Databack et actuellement directeur technique. Donc Databack, c'est une société qui a été créée en 2004 et qui avait pour objectif de récupérer les données et qui a toujours pour objectif donc, de récupérer les données sur des disques durs dysfonctionnels qui ont subi des incidents type incendie, dégâts des eaux, choc physique. Et puis on travaille également sur tout ce qui est stockage type serveur, NAS, des choses comme ça pour récupérer les données. Depuis l'émergence donc des ransomware, on s'est spécialisé dans la récupération de données suite à ces attaques, donc avec des très bons taux de réussite en récupération de données. Donc on traite une grosse volumétrie
de récupération de données toujours sur disque dur, hein, ça représente enfin disque dur et SSD, ça représente, plus de 1000 cas par an et également sur les cas de ransomware. Il faut savoir quand on reçoit un cas de ransomware chez Databack, c'est que la production est chiffrée, mais la sauvegarde également. C'est-à-dire qu'il y a plus aucune possibilité, à part le paiement de la rançon pour le client ou de repartir from scratch et c'est là, on est dans ce cadre-là qu'on intervient pour récupérer les données. Donc Databack, c'est une société qui est 100 française et qui est basée à La Roche-sur-Yon en Vendée, maintenant avec des annexes donc sur Lyon et Paris. Voilà Christophe. Merci Pour la présentation. Samuel. Un petit contexte fictif, hein, mais finalement, c'est ce qu'on rencontre dans nos incidents. Imaginez-vous une PME française complètement paralysée par un ransomware. L'idée, c'est un attaquant qui est rentré sur un serveur, qui a chiffré l'entièreté des données, des sauvegardes et qui empêche les administrateurs de reconstruire et de redémarrer. Donc, le métier est à l'arrêt, plus de production et donc c'est grosse perte financière sur les jours d'arrêt de l'entreprise. Dans ce cas-là, la PME fait appel à Formind pour l'accompagner sur tout ce qui est pilotage de la crise, coordonner la réponse incident, je rentre dans le détail après de ce qu'on met derrière ces deux points-là, et aussi mener les investigations numériques pour comprendre comment l'attaquant est rentré dans le SI, comment il a pu se propager. On fait aussi appel à Databack, puisque tout étant détruit, comme l'expliquait Samuel à l'instant, et ben c'est Databack qui va nous permettre de restaurer, de récupérer des données, récupérer des VM, récupérer des fichiers pour redémarrer et en tout cas relancer le métier et la production. Ça, c'est voilà, un petit cas contexte qui vous donne un petit peu dans quel cadre on intervient. Comment on intervient? Globalement, Formind, c'est assez simple. C'est notre procédure d'appel. Vous avez un doute, vous êtes victime d'une cyberattaque, vous récoltez quelques informations. Le type d'attaque, ransomware, combien de systèmes et quels sont les systèmes impactés? Vous avez 1, 2, 3, 10 hyperviseurs avec 10, 20, 100, 2000 machines qui sont chiffrées. Quand l'incident a eu lieu, si vous savez que globalement c'est durant le week-end et que vous l'avez détecté le lundi en revenant au bureau, ça c'est des informations qui sont très importantes à nous donner. Et puis savoir si vous avez déjà mené des actions. J'entends par là couper l'accès à Internet, isoler les sauvegardes, ce genre de choses. Donc vous récoltez ces informations-là et après vous appelez le 01 80 89 30 02 et là vous allez tomber sur un expert de la force d'intervention rapide de Formind qui va vous accompagner. L'idée, c'est que l'appel va durer 5-10 minutes. On va récupérer les informations que je viens de citer pour comprendre rapidement la situation et on va planifier ce qu'on appelle un appel de qualification où là, pendant la qualification, on va se mettre autour d'une table tous ensemble pour comprendre complètement votre incident. Donc là, ça sera 2 personnes côté Formind et puis côté de la victime. En général, on a un décideur, le DSI, le RSSI et l'administrateur ou en tout cas la personne qui a le plus d'informations sur l'incident et sur le système d'information pour répondre à nos questions. Donc là, l'idée, c'est vraiment de comprendre l'impact et l'urgence de la situation pour qu'on puisse vous accompagner. Une fois qu'on lance la mission, donc là, c'est les 3 étapes que je vous expliquais en introduction. C'est que Formind va pouvoir vous accompagner sur la gestion de crise, sur la réponse à incident et sur les investigations numériques. Les 3 sont complémentaires. Ça va dépendre de la gravité de l'incident et du niveau de maturité du client. On peut faire l'une ou l'autre. Ça va vraiment dépendre de la situation. Globalement, sur un cas de ransomware, on fait les 3. La gestion de crise, ça va commencer par mettre en place tout un dispositif de crise, donc dire qui va être le pilote de crise, qui va être le secrétaire, qui va être le communicant, mettre en place toute la comitologie, les réunions, les CR, la main courante pour gérer la crise au mieux et s'assurer qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la gestion de la crise. Une fois que les cellules de crise sont mises en place, on va faire un appui opérationnel. Ça veut dire que vous allez avoir une personne à côté de vous avec qui échanger, poser des questions. Cette personne va vous challenger aussi sur la gestion de votre crise pour s'assurer que vous vous posez bien les bonnes questions et que vous gérez bien la crise. Cette personne qui est finalement un consultant en gestion de crise va aussi vous aider à la préparation d'un plan de communication. Voilà.
qui dit ransomware dit arrêt de la production. Il faut communiquer en interne auprès des collaborateurs, auprès des partenaires, des prestataires et des clients. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire de manière contrôlée, maîtrisée pour donner une visibilité et rassurer toutes les personnes avec qui votre entreprise pourrait travailler. On va aussi accompagner sur tout ce qui est déclaration un peu légale. S'il y a une fuite de données, on va vous accompagner sur la déclaration à la CNIL et sur le dépôt de plainte auprès des autorités, sachant que voilà, il y a des informations techniques à fournir, des détails qui peuvent être fournis par Formind auprès des autorités pour compléter. Donc en parallèle, on va faire ce qu'on appelle la réponse à incident. Globalement, c'est beaucoup plus opérationnel que la gestion de crise. La gestion de crise, on va être à un niveau un peu stratégique, COMEX, CODIR. La réponse incident, ça va être beaucoup plus opérationnel auprès des administrateurs et responsables IT. L'idée, c'est de commencer à planifier la reconstruction. Là, il va falloir faire une cartographie de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne plus, de ce qui est restaurable, de ce qui n'est pas restaurable. C'est à ce moment-là qu'on va faire appel à Databack. Globalement, on se rend compte qu'il n'y a plus rien de restaurable. Toutes les sauvegardes ont été chiffrées, détruites. Donc là, on va faire un call avec Databack. Samuel expliquera après, mais l'idée, c'est de les intégrer à ce moment-là pour récupérer des données. Donc, une fois qu'on a identifié le périmètre impacté, quelles sont les applications à restaurer, quels sont les moyens qu'on a à disposition, on va mettre en place un réseau de confiance. Pourquoi ? Parce que votre système étant complètement compromis, on va créer une nouvelle bulle de confiance, un nouveau cœur de réseau de confiance sur lequel on sait qu'il n'y a pas de risque d'intrusion. Globalement, c'est un SI qui est complètement isolé d'Internet, sur lequel on va déployer un VLAN d'administration, un VLAN sur lequel on va déployer les VM et un VLAN sur lequel on va mettre des utilisateurs. L'idée, c'est de séparer un petit peu les trois pour limiter les risques de propagation s'il y a un nouveau propagation. Une fois qu'on a un réseau, on va commencer à déployer des VM, des hyperviseurs. L'idée, c'est d'avoir un socle de prêt pour restaurer les données. Donc là, vous voyez en dessous, on a la récupération des données. Donc en parallèle, on a fait la qualification avec Databack au début. On commence à remettre un cœur de confiance, un socle de virtualisation pour redémarrer les VM. Et Databack va nous fournir au fur et à mesure les données à restaurer. Et on va pouvoir reprendre la production à ce niveau-là. Samuel reviendra dans le détail sur le fonctionnement de Databack. En parallèle de la mise en place du réseau de confiance et du socle de virtualisation, on va commencer à renforcer aussi la sécurité. Parce que s'il y a eu une intrusion, l'attaquant va peut-être vouloir revenir, vous allez être cible de nouvelles attaques. L'idée, c'est de mettre en place un moyen de surveillance. On appelle ça une surveillance de circonstances. Sur 1 mois, 2 mois, voire plus, mettre en place un service de détection qu'on appelle un SOC et qui va permettre de détecter toute nouvelle intrusion, toute nouvelle compromission de votre système d'information. On va aussi faire appel à notre service de VOC qui, lui, va faire tout ce qui est renseignement et recherche sur le Deep Dark Web s'il y a une fuite de données, s'il y a des informations qui sont publiées sur le Dark Web par un groupe d'attaquants. Ce qui se passe généralement, c'est que des groupes type Logbit ont un site internet sur lequel ils publient leurs victimes, et l'idée, c'est qu'on surveille ces sites-là pour prévenir et pouvoir communiquer en connaissant les données qui sont confutées et publiées sur Internet. Je descends sur le dernier volet, l'investigation numérique, c'est le côté le plus technique. On va commencer par faire des acquisitions. Qu'est-ce que j'appelle acquisition ? C'est comme quand il y a un cambriolage dans une maison, la police vient, va faire le relevé des preuves sur les poignées de porte, rechercher des traces de pas dans le jardin, dans la boue du gazon. Nous, on fait la même chose de manière numérique. On va aller récupérer des métadonnées, des fichiers sur les serveurs et les postes de travail pour pouvoir faire des analyses forensiques. Notre objectif sur l'analyse forensique, ça va être vraiment d'identifier le vecteur d'attaque. Quel est le point d'entrée? Quelle est la première heure de connexion? Quel est le compte compromis? Quand on sait à quelle heure il y a eu une compromission, quels sont les comptes qui ont été compromis et quels sont les serveurs qui ont été compromis, ça va nous permettre de mieux planifier la reconstruction. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les fichiers, à partir de telle date, on a perdu la confiance dessus parce que potentiellement altéré par l'attaquant, ce genre de choses. Donc, s'il y a des sauvegardes à aller chercher, on va aller chercher des sauvegardes qui sont plus vieilles que l'attaque pour être sûr que les sauvegardes qu'on va restaurer ne sont pas compromises.
Le deuxième point hyper important sur l'analyse forensique, c'est aller rechercher des fuites de données. On sait que les ransomware et les groupes qu'il y a derrière ces ransomware ont tendance à faire fuiter de la donnée pour les mettre en vente sur le dark web et menacer de les publier et inciter ainsi les victimes à payer une rançon. Donc, c'est notre point clé aussi, identifier la fuite de données, ce qui va venir enrichir la déclaration à la CNIL et ce qui va aussi permettre au VOC de Farmine d'aller rechercher des informations sur le deep dark web s'il y a eu fuite de données et retrouver ces données. Si on identifie une fuite de données, ce qui est aussi très important, c'est analyser les données exfiltrées. Quelles sont les données? Est-ce que c'est des données bancaires, des données personnelles, des données de santé, des données de clients, pour pouvoir les notifier et gérer la communication autour de cette fuite de données. Notre objectif après chez Farmine, c'est de rédiger un rapport complet sur l'incident. Ce rapport, il va contenir une synthèse managériale. Pour le parti COMEX, CODIR de la gestion de crise, par exemple, ça va leur expliquer toute la timeline, tout le déroulé de l'incident, qu'est-ce qu'a fait l'attaquant, quel a été l'impact sur l'entreprise. Dans un second temps, dans le rapport, on va retrouver tous les éléments techniques sur les investigations et les analyses forensiques qui ont été réalisées. Qu'est-ce qu'on a cherché, qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé et qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire. Globalement, s'il y a des cas de ransomware où tout est détruit, on va essayer d'utiliser Databack pour restaurer des fichiers et pouvoir faire nos investigations grâce aux données restaurées par Databack, mais il arrive qu'on n'ait pas grand-chose à investiguer et qu'on ne puisse pas rechercher énormément de choses sur le SI compromis. D'où les limitations du forensique. Ce qui est important, Formine reste une société de conseil à l'origine, c'est de conseiller sur la suite. Il y a eu un incident, très bien. Comment on va éviter que cet incident se reproduise? C'est à travers un plan d'action à court, moyen, long terme de recommandations de sécurisation du SI compromis. Voilà, avec par exemple la mise en place de MFA, le patch management, la correction de vulnérabilités qui auraient été identifiées lors de nos investigations. L'idée, c'est de faire monter en compétences et en maturité les victimes d'incidents et éviter que ça se reproduise. Une fois que voilà, tout l'incident est clôturé, qu'on est revenu en conditions de sécurité et que c'est globalement derrière nous, on fait ce qu'on appelle le retour d'expérience. Donc là, quel que soit le niveau, on refait un échange avec la victime pour se dire qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé et comment on s'améliore pour la prochaine fois. C'est une sorte de préparation pour garder ce qui s'est bien passé et essayer d'améliorer ce qui ne s'est pas bien passé, voilà, pour faire face encore mieux la prochaine fois s'il y a un incident. Samuel, je te laisse la parole sur la partie Databack et faire le détail d'une Ouais. intervention. Donc là, c'est un slide qui est un peu plus, opérationnel, on va dire. Bon, l'objectif de ce slide, c'est de bien montrer, que Databack, c'est une solution qui permet de pallier au paiement de la rançon, tout en respectant des délais, tout à fait acceptables par les sociétés qui ont subi l'attaque, pour repartir très rapidement. Donc, comme l'a dit, Christophe, dans un premier temps, on est intégré, au call de la cellule de crise, hein, pour faire une évaluation, initiale, du système d'information du client. Donc on fait une prise de connaissance. C'est assez rapide, ça dure généralement moins d'une heure et ça permet de bien connaître, où est stockée la donnée. C'est-à-dire la donnée de production, la donnée qui peut être répliquée, la donnée de sauvegarde, les 2, enfin s'il y a plusieurs niveaux de sauvegarde, vraiment d'avoir l'ensemble du système d'information. Suite Et pendant ce call, on va fournir des recommandations qui peuvent être, très simples, genre une déconnexion du réseau, une extinction d'un serveur NAS ou voilà, de différentes choses qui vont sanctuariser au maximum la donnée pour qu'on puisse, nous, intervenir dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est assez rapide. Une fois qu'on a validé cette étape-là, on va rapatrier le matériel. Alors je reviendrai après peut-être, sur cette partie-là, mais on va souvent, récupérer donc les serveurs de production, les NAS de sauvegarde, enfin tout ce qui contient de la donnée du client, pour qu'on puisse l'analyser. Donc, on va passer après sur une partie qui est l'analyse, donc, à proprement dite des données qui sont chiffrées. Donc on a des méthodes que j'expliquerai dans le slide suivant, comment on fait, hein, pour pouvoir récupérer ces données, même si elles ont été chiffrées. Et l'objectif de cette partie analyse, c'est de bien valider le fait que nous puissions récupérer les données. Donc on fait un POC, hein, c'est,
un test sur certains fichiers sensibles, essentiels au redémarrage rapide de la société, qu'on valide. Donc généralement, ça peut être des bases de données, donc d'un ERP, ça peut être un filer, enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses. On valide que tout fonctionne et une fois que c'est OK, on industrialise le processus. Donc ça, c'est la phase de récupération de données et pendant cette phase de récupération de données, on va, s'il y a beaucoup de serveurs à récupérer, prioriser ce qui est essentiel au redémarrage rapide de l'entreprise et puis, voilà, au fil du temps, restaurer la donnée. Une fois que toutes ces données sont récupérées, elles sont transmises aux clients. Elles peuvent être vérifiées pour voir qu'elles voilà, elles ne sont pas compromises. Une fois que c'est fait, tout est remis donc, sur des serveurs pour un redémarrage rapide. Ce qu'il faut bien voir, c'est, la timeline. C'est-à-dire que c'est très rapide. C'est-à-dire que sous 48 heures, déjà, on a au moins la première analyse qui permet de savoir si la récupération est possible ou non. Et ensuite, dès les premières 24 heures, on va pouvoir restaurer les données essentielles au redémarrage de l'entreprise. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas un frein au redémarrage. Entre repartir de zéro ou payer la rançon, de toute façon, il y aura toujours la phase de recréation, d'un système d'information chez le client et cette phase est plus longue que notre temps de récupération de données. Donc on est vraiment, sur des délais très acceptables et c'est vraiment une solution, heu, pour pallier au paiement de rançon. Donc, voilà Christophe pour ma partie, timeline. Bon, je vais peut-être expliquer après comment on fait avec le slide suivant pour pouvoir, récupérer les données. Alors, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que lors d'une attaque par rançongiciel, l'attaquant cherche à faire un maximum de dégâts en un minimum de temps. Donc pour ça, il va pas pouvoir chiffrer, 100 de la donnée. Concrètement, les fichiers qui sont volumineux, c'est-à-dire que vous avez, dans une base de données qui va faire, 10 gigas, 100 gigas, au lieu de la chiffrer entièrement, il va la chiffrer un petit peu au début, au milieu, à la fin, pour que vous ne puissiez pas l'utiliser et que la récupération ne soit pas possible nativement. Et ça, il applique cette méthode-là pour donc la partie, production, réplication et sauvegarde. Donc, il y a différents, fichiers volumineux containers qui peuvent être des disques virtuels pour la production ou des fichiers volumineux containers pour la sauvegarde. Donc ça peut être des fichiers zip, des fichiers vim, enfin voilà, un certain nombre de fichiers que l'on maîtrise très bien. Nous, ce qu'on va faire, on va rechercher justement ces zones qui ont été chiffrées pendant l'attaque pour pouvoir, mettre des indicateurs de compromission dans ces zones-là. Donc c'est très important de bien identifier les zones qui sont endommagées dans les différentes versions de la donnée et ensuite, une fois qu'on a fait cette étape-là, on va venir croiser toutes ces données des différentes versions afin d'avoir une version 100 valide. Donc on est sur des taux de réussite qui sont très bons, c'est-à-dire que dans 9 fois sur 10, on peut récupérer 100 de la donnée. Donc ça laisse de très bonnes chances de pouvoir récupérer les données suite à une attaque par rançongiciel. Donc une fois que la reconstruction est totale, il y a également des tests, hein, d'intégrité des données qui est réalisé pour pouvoir bien valider le fait que les données soient fonctionnelles, réintégrables, dans le nouveau système d'information du client. Donc ça, c'est la méthodologie qu'on utilise, chez Databack. Donc, pour arriver à ce résultat-là, on développe nos propres outils, on s'adapte aux différentes versions des formats de fichiers qui peuvent exister en termes de sauvegarde, et puis également, tous les systèmes de fichiers qui peuvent être propriétaires. Donc on a une forte expérience, en rétroanalyse, hein, sur tous ces différents formats pour pouvoir proposer, voilà des solutions, qui fonctionnent très bien. Voilà Christophe pour ma partie, présentation Databack. Super. Merci Samuel. Pour finir, quelques recommandations. Globalement, il faut s'y préparer. Aujourd'hui, c'est juste, c'est pas, qui quand on va être, alors pardon, je vais reprendre. Aujourd'hui, c'est pas que ça n'arrive pas que aux autres, ça arrivera à tout le monde, mais c'est se poser la question quand et comment on fait face à une attaque de type ransomware. Aujourd'hui, pour se préparer, le moment où on a quelques recommandations avec Samuel, c'est déjà s'abonner à un prestataire de réponse incident avec un service en 24/7. L'idée, c'est d'avoir un partenaire de confiance à appeler en cas d'incident. C'est un partenaire qui va vous connaître et qui va pouvoir rapidement intervenir. Ça va se jouer sur les premières heures, que ce soit sur la récupération avec Databack des données où il ne faut pas que les données soient perdues et pour contenir l'incident, voilà, ça se joue en quelques heures, donc il faut être rapide et efficace à ce moment-là.
Comme j'ai expliqué, il y a toute une phase de reconstruction. Pour reconstruire, il faut déjà connaître son périmètre. Et pour ça, il y a toute une phase comment ça s'appelle de partage, de cartographie de vos systèmes et avoir des fiches réflexes sur votre système pour isoler le plus rapidement possible vos actifs. Donc là, vraiment, le deuxième point, c'est connaître votre système d'information, le documenter, avoir une cartographie et avoir des fiches réflexes pour intervenir sur un cas de ransomware et isoler le plus rapidement possible avant que tout soit détruit. Le troisième point, c'est vraiment être en capacité de détecter une cyberattaque. Aujourd'hui, on parle de ransomware, mais ça s'arrête des fois à une exfiltration de données, ça peut être du défacement, ça peut être plein d'incidents différents. Aujourd'hui, il y a des solutions type EDR qui permettent de détecter et de bloquer une attaque de manière très efficace. Mais comme un antivirus, s'il n'y a personne qui regarde les alertes, ça peut être compliqué. On a des cas où finalement l'antivirus ou l'EDR a détecté des tentatives, a détecté des intrusions, mais personne n'a réagi face à ça et donc l'attaquant a pu aller jusqu'au bout. Donc avoir un SOC, donc une équipe qui fait de la détection et qui traite les alertes, c'est aussi très important. Pour se préparer, il faut faire des exercices. À chaque fois qu'on fait un exercice, on identifie des points d'amélioration sur les procédures, sur les modes de fonctionnement des équipes, des choses toujours à améliorer à travers des exercices. Et ça aussi permet d'acquérir des réflexes. Parce que quand il y a d'un coup un coup de stress, que c'est la panique, quand on a les bons réflexes, c'est toujours mieux que courir à droite à gauche sans savoir pourquoi et quoi faire. Donc vraiment, les réflexes sont hyper importants et ils se font gagner énormément de temps. Un point aussi qu'on a, c'est l'avant-dernier de la prévention, c'est l'authentification forte. On a encore beaucoup de compromissions sur des accès VPN, sur des comptes de messagerie avec des mots de passe faibles, avec des comptes de stagiaires, des comptes tests, des comptes temporaires qui existent et qui persistent, qui sont oubliés. Et finalement, la mise en place de l'authentification forte avec un SMS, avec une application type authenticateur, permet finalement de bloquer un grand nombre de tentatives d'intrusion sur un système d'information. Ensuite, je laisse Samuel. Ouais, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, très important d'auditer au préalable, hein, donc les stratégies de sauvegarde afin de bien vérifier, toute la chaîne, de sauvegarde, si elle respecte bien ce qu'on appelle le 3-2-1, donc 3 versions de la donnée sur, 2 sites distants, dont un déconnecté du réseau. Ça, c'est voilà, je dirais, c'est la règle. Après, il peut y avoir maintenant avec des nouvelles technologies, qu'on appelle, immuables, qui restent quand même des solutions en ligne, certains problèmes en fonction des technologies. Donc bien vérifier, toute cette, stratégie de sauvegarde, savoir si tout est en place, pour pouvoir, vraiment valider que pas d'une façon conforme, vous êtes à l'état de l'art, mais vraiment opérationnellement, tout fonctionne en cas de gros sinistre. Et ça peut déboucher justement sur des tests de restauration de sauvegarde grandeur. Donc, je ne parle pas des tests de restauration de la sauvegarde au niveau 1, mais par contre des sauvegardes qu'on va appeler ultimes, hein, qui peuvent être sur des bandes ou sur des solutions immuables. Vraiment réaliser ces tests grandeur, assez fréquemment pour bien valider déjà les délais qu'il faut pour pouvoir restaurer cette donnée-là et s'il n'en manque pas, si elle est bien intègre cette donnée qui est stockée, dans ces supports, je dirais immuables ou vraiment d'urgence, hein, s'il y a un sinistre majeur. Ça, c'est pour la partie donc audit et test de restauration. Je vais passer à la partie réaction, Christophe, si tu veux bien, parce que je vois que la première partie nous concerne. Lorsque vous subissez une attaque par rançon logiciel, il est très important, d'isoler les sauvegardes et avant de faire quoi que ce soit, comme manipulation. J'avais expliqué, tout à l'heure que c'était important de sanctuariser la donnée, pour pouvoir garder le maximum de chances de récupérer les données. Ce qui peut arriver dans certains cas, on a eu des clients pour lequel voilà, il voit que la sauvegarde, est chiffrée. Bon, il se dit: «Bon, bah, on va repartir, avec, des anciennes sauvegardes qui peuvent être très anciennes et puis ils vont venir de nouveau réécraser cette donnée de sauvegarde qui était chiffrée en pensant qu'il y aura plus jamais de possibilité de la récupérer». Alors qu'en fait, on a des capacités de la récupérer et on aurait pu avoir des données qui étaient beaucoup plus fraîches. Donc vraiment,
lorsqu'il y a un sinistre, faire appel voilà, à des sociétés spécialisées qui vont vous conseiller sur voilà, un certain nombre de choses à faire et à bien faire suite à l'attaque. Je te laisse poursuivre, Christophe, je suis désolé. Non, pas de souci. Donc, effectivement, faire appel à des experts en réponse à incident, c'est très important parce que ça va vous permettre d'avoir les bons réflexes, les bonnes consignes et redémarrer le plus vite possible, tout en restant en conditions de sécurité et éviter de redémarrer un système d'information qui va être compromis quelques heures, quelques jours après. Ça, c'est des cas qu'on voit, des victimes qui redémarrent et qui ne resécurise pas mieux leur récit. Donc forcément, l'attaquant, bah, il revient, il recasse et on repart de zéro. Euh, Important, j'en parlais un peu tout à l'heure dans ma chronologie, c'est déconnecter le système d'information d'Internet et sanctuariser. Ça revient encore avec ce que disait Samuel, c'est vraiment garder de la donnée. C'est important, ça permet de comprendre l'incident, ça permet de pouvoir tenter des restaurations. Et ça, c'est des choses qui font en fait partie des fiches réflexes à avoir. C'est voilà, comment on éteint physiquement du matériel, comment on déconnecte du SI, comment on va pouvoir sécuriser. Voilà, c'est les fiches réflexes de la prévention à mettre en place. Ensuite, une recommandation, ça arrive encore malheureusement trop souvent, c'est éviter de redémarrer. Il y a un serveur qui a été compromis, il y a un poste de travail qui a été voilà, chiffré. Ben, ne l'arrêtez pas, ne touchez pas à l'alimentation électrique. En tout cas, ça endommagerait certaines preuves pour le forensique. Préférez la mise en veille, préférez de débrancher un câble Ethernet, ce genre de choses. Alors après, évidemment, s'il y a un chiffrement en cours, je comprends que dans l'urgence, mais ça, c'est des actions à mettre dans des fiches réflexes pour bien intervenir. Et puis après, voilà, si vous identifiez des comptes compromis, un compte du domaine, un compte utilisateur, eh ben voilà, n'hésitez pas à le bloquer immédiatement. Ça permet d'isoler et d'empêcher l'attaquant de se connecter sur votre SI. Et le dernier point sur la réaction, bah, c'est réaliser une investigation numérique. C'est ce que j'expliquais, hein. C'est que si on ne comprend pas comment l'attaquant est rentré, comment il a pu se propager et qu'est-ce qu'il a pu faire, eh ben, il va pouvoir revenir. Donc, soit en réexploitant la même vulnérabilité, soit en utilisant un compte qui se sera créé dans l'AD pour pouvoir se reconnecter à distance, soit parce qu'il a laissé une tâche planifiée, des éléments malveillants à droite, à gauche, qui vont permettre de reprendre un accès, regagner un accès, voire de chiffrer à répétition un système d'information parce qu'il y a une GPO qui dit que voilà, il y a un chiffrement régulier à réaliser. Voilà, on arrive sur la fin de notre présentation avec Samuel. Merci de votre attention. J'espère qu'on a été clair. On a déjà quelques questions dans le chat. Je rappelle juste que vous avez normalement un petit lien en bas de la présentation qui permet de vous inscrire et pour qu'on puisse reprendre contact avec vous. Voilà, si vous voulez plus de détails de DataBag, de Farmine sur notre mode de travail, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On vous répondra avec plaisir. On a une première question, Samuel. Je pense qu'elle est Ouais, pour toi. ouais, je vois. Donc, c'est des copies immuables de la data sauvegardée sur le cloud ou sur les bornes peuvent-elles devenir corrompues par un ransomware? Alors oui, elles peuvent être corrompues. Il y a différentes situations. La première, on parle donc de tout ce qui est immuable. Il faut savoir qu'il peut y avoir des solutions immuables sur le cloud ou voilà, on-premise. On a vu beaucoup de cas où les sauvegardes qui étaient immuables se sont fait attaquer par les basses couches supportant ces sauvegardes. C'est-à-dire que l'attaquant ne vient pas modifier à proprement dit la sauvegarde, mais pour faire le maximum de dégâts, il va venir la détruire en passant par les basses couches des matériels supportant ces sauvegardes immuables. Et en fait, le résultat est le même, c'est-à-dire que vous n'avez plus accès à vos sauvegardes, elles sont détruites, et l'attaquant garde un vecteur de déchiffrement qui est la production. Donc ça, c'est des choses qu'on voit régulièrement. Donc c'est pas parce qu'il y a une solution immuable qu'il n'y a pas de possibilité de destruction. Et pareil pour le cloud, quand c'est stocké sur le cloud, on a vu beaucoup de cas où l'attaquant va être en mesure de modifier les accès. Il faut savoir que l'attaquant, il est comme vous, c'est-à-dire s'il a un accès, il a un accès total à tout. Si à partir du moment où vous pouvez vous
enlever l'accès à votre espace cloud ou modifier l'immuabilité de vos sauvegardes, c'est que lui, il peut le faire aussi. Donc, il faut faire vraiment très attention à ça. C'est des choses qu'on peut voir lors de l'audit de sauvegarde si, tout est bien respecté et que l'attaquant n'aura pas accès à cette immuabilité sur le cloud. Mais c'est des cas qu'on voit régulièrement et qui, voilà, qui bloquent pareil, hein, toute, restauration de la donnée. Pour ce qui est bande de sauvegarde, c'est une solution qui était de moins en moins utilisée, mais qu'on revoit de plus en plus, et qui vraiment, permet de récupérer la donnée, d'une bonne façon. Le souci des bandes de sauvegarde, c'est que généralement, il y a un délai entre, la fraîcheur de la donnée de production et la sauvegarde qui a été réalisée sur la bande. Dans ce cas-là, on peut être, parfois alors c'est très utile pour faire repartir, sereinement, je dirais, tout le système d'information et on va venir intervenir, côté Databack pour récupérer de la fraîcheur dans les serveurs de production pour avoir les bases de données, de production, donc avec la donnée la plus fraîche pour pouvoir repartir dans les meilleures conditions. Mais c'est des les cas, sont des choses qu'on voit, très régulièrement, hein, donc à partir de tout ce qui est muable ou bande. Merci Samuel. On a une autre question sur, de rien pour l'explication. On a une autre question sur la durée d'intervention, sur un cas de ransomware. Globalement, je vais prendre la réponse parce que, Samuel, tu avais déjà donné des métriques, tu pourras venir compléter. Donc la durée d'intervention, ça va varier, de la taille du SI, ça va varier la maturité et de la préparation, de la victime. Ça peut aller très vite, si on a des systèmes qui sont correctement sauvegardés, qui n'ont pas été compromis. Si on a des équipes, d'admin qui sont autonomes sur la reconstruction, sur les bonnes pratiques, de création d'un cœur de confiance, ça va aller de, 10 à 15 jours pour remettre, un SI en mode, dégradé en ligne et après ça peut prendre beaucoup plus de temps, si tout a été détruit, si on n'a plus les serveurs nécessaires, s'il faut commander, des nouvelles baies de stockage, ce genre de choses qu'on pourrait, avoir, commander des nouveaux hyperviseurs à raquer et ben là on peut prendre, 3-4 semaines. Si vous regardez un petit peu l'actualité, hein, il y a Jaguar, qui a été, attaqué récemment. Ils sont toujours en difficulté, ils ont toujours du mal à redémarrer. Voilà, ça va vraiment varier, mais il faut compter entre, 10 à 20 jours pour revenir en mode dégradé sur un système. Et là, ça va vraiment dépendre de la préparation. On a eu des cas où ça a été beaucoup plus vite, parce que rodé, parce que prêt à redémarrer avec des PRA, PCA qui sont efficaces. Et les clients chez qui on est intervenu, ça a été beaucoup plus long, c'est qu'ils n'étaient pas du tout matures, qu'ils n'avaient pas du tout mis les moyens pour redémarrer. Je vois une question qui concerne la tabac, savoir si on est capable de travailler à distance. Oui, on n'est pas obligé de rapatrier à chaque fois le matériel. On a des outils qui permettent de travailler à distance à partir du moment où il y a, voilà, une équipe technique en face, voilà, qui permet cela. Databack, on a pu travailler dans le monde entier, hein, que ce soit bien en Australie, au Japon, pour faire de la récupération de données. Donc, le fait qu'il y ait de la distance entre le laboratoire et la société, enfin, où se situe le système d'information, ne pose pas de problème à la récupération des données. Super. Et je vais te passer un petit mot aussi pour Formine sur l'intervention de la FIR. Nous, globalement, on intervient à distance, donc international ou pas. Ça n'a pas une grande importance pour nous. On intervient en distance parce qu'on a tous les équipements en ligne accessibles partout qui permettent de récupérer les preuves. On met tout à disposition. On fournit toutes les procédures et le support nécessaire pour faire les acquisitions. Donc voilà, l'idée c'est de vous accompagner à ça. Après, on est autonome, on va mettre tout en place pour vous accompagner à distance, il n'y a pas de souci. Et comme je disais en introduction, Formine, on est présent à Montréal et à Taïwan. Donc ça nous permet en plus d'avoir une proximité sur les antennes qui pourraient être sur des plages horaires décalées par rapport à la France. Donc voilà, côté Amérique avec Montréal et côté Asie avec Taïwan, ça nous permet de faire une belle couverture du monde. J'ai une petite question sur le taux de réussite, donc j'ai dû l'indiquer, au début
de la présentation. Donc, oui, il faut comprendre que 9 fois sur 10, on va être capable de récupérer les données chez Databack. C'est-à-dire que les 100% de la donnée qui a été chiffrée lors de l'attaque peut être restituée pour que l'entreprise redémarre. Donc, ça, dans 9 cas sur 10, hein. Une question sur la contractualisation et comment on peut souscrire justement un service. Je vais prendre le début, je te laisserai, Samuel, la fin. Côté Formine, la contractualisation, c'est à travers un abonnement. Donc, on contractualise, on pré-provisionne des jours d'intervention. L'objectif, c'est d'être prêt. Encore une fois, donc à travers un contrat, on se connaît, on a un atelier de préparation, de découverte ensemble. Voilà, ça permet de découvrir les procédures, de travailler ensemble, de découvrir, voilà, mieux se connaître. Et puis, bah, finalement, comme on est déjà couvert d'un contrat d'abonnement avec des jours pré-provisionnés, quand vous appelez la FIR, on intervient tout de suite. Il n'y a pas ces délais de contractualisation, de devis, il faut échanger voilà, sur les conditions commerciales. Ça, on ne veut pas le faire en crise. L'idée, c'est qu'on s'y prépare en avance. Et puis, si on sort un petit peu du cadre contractuel, c'est pas grave. Il y a un contrat, on est déjà couvert globalement et on va venir régulariser la situation à la fin de la crise, histoire de ne pas perdre de temps sur voilà, ces sujets contractuels. Euh, en pleine crise, on va régler ça à la fin. Il y a l'option 24/7 aussi. Je ne l'ai pas dit, hein, mais l'abonnement, c'est soit vous prenez en HO, soit en 24/7. Donc voilà, la capacité d'intervenir en 24 heures sur 24, c'est en option sur nos abonnements. Et donc le partenariat, Databack for Mine, permet du coup de bénéficier des services, Databack, au même niveau que votre abonnement, FIR de For Mine. Donc voilà, c'est automatique et voilà, s'il y a besoin de faire du 24/7, on peut faire du 24/7 aussi chez Databack. Euh, Samuel, là-dessus, peut-être juste préciser que tu l'expliquais dans ta timeline, il y a une pré-analyse qui permet de savoir s'il y a capacité ou non de restauration. Donc celle-là, forcément, on l'a fait. Je ne sais pas si tu veux rentrer en détail dessus. Pour, d'un point de vue, d'un point de vue contractuel, c'est ça? Pour, savoir comment ça Juste se passe? ouais, expliquer voilà, qu'on ne paye pas pour rien, en fait. Voilà. Alors voilà, donc le modèle économique, il est fait que la partie analyse est due, et varie en fonction, du système d'information, la partie qui est analysée. Donc ça, je dirais, c'est une petite partie et après la partie récupération est due qu'au succès. C'est-à-dire qu'on est challengé sur notre capacité à récupérer les données. Donc c'est très intéressant, ça permet de payer que si on arrive à récupérer les données. Donc c'est un atout encore en plus pour pouvoir utiliser, nos services. Donc, généralement, le coût se fait au serveur récupéré et puis, à l'issue, de notre partie analyse, le client peut arbitrer sur le nombre de serveurs qu'il souhaite récupérer. Parce que ça peut varier en fonction, de la crise et puis de ses besoins. Tout à fait. Merci Samuel pour la précision. Est-ce que vous avez encore des questions? Vous avez le chat, hein, vous ne voyez pas forcément les questions arriver, mais nous, on les voit de notre côté. N'hésitez pas à compléter. En attendant, hein, je répète, désolé, je rabâche, mais il y a le petit formulaire de prise de contact au milieu, si vous voulez le compléter, comme ça on reprendra contact avec vous et on pourra rentrer un peu plus dans le détail si vous avez des questions. Je pense qu'on a été très clair, Samuel, il n'y a plus de questions. Ouais. Eh ben, merci à tous pour avoir assisté à ce webinaire. J'espère que nous avons été clairs avec Samuel et que vous avez pu découvrir un petit peu comment fonctionne une réponse à incident type ransomware et la restauration des données. Je vous remercie. Très bonne journée à tous. Au Merci revoir. à vous. Au revoir.